Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà cette 437e rencontre Vlille et ce soir on reçoit donc Christine Gosselin pour son roman récit aussi étrange que toi Frida. Voilà, petit travelling inopiné de Zoom aux éditions Mémoire d'Encrier qui sort dans quelques jours, qui n'est pas encore sorti. On a parfois pour habitude de sélectionner aussi des auteurs et des autrices qui vont publier dans les jours à venir pour aussi vous donner cette exclusivité de découvrir un texte pour ceux qui n'ont pas encore reçu le livre avant. Bonsoir Christine. Bonsoir, je vous dis bonjour de mon côté de l'océan, mais merci beaucoup de m'avoir à cet entretien. Alors il est des livres qui ne s'ouvrent pas comme on pousse une porte, mais comme on entr'ouvre une cicatrice. Aussi étrange que toi, Frida ne nous demande pas d'entrer. Il nous demande de regarder, regarder un visage peint et y reconnaître sa propre fêlure. Regarder un corps qui souffre et y lire une mémoire que les mots n'ont pas su consoler. Dans ce roman récit, Christine Gosselin n'écrit pas sur Frida Kahlo, elle écrit à travers elle et traverse une vie pour rejoindre la sienne. Ce n'est pas un portrait, c'est un contre-champ. Pendant que Frida fixe le monde depuis ses autoportraits, une autre femme, ici et maintenant, tente d'habiter son propre cadre. Il y a dans ces pages une tentative presque alchimique. Ressembler à Frida, non pour l'imiter, mais pour comprendre ce qui, dans la douleur, forge une identité. Ressembler à une femme qui a transformé la fracture en couleur, la trahison en composition, la maladie en éclat. Mais que signifie ressembler à une icône quand on est faite de doutes, de chairs ordinaires et d'histoires sans musée? Le livre se tient là, dans cet écart vibrant, entre admiration et refus, entre désir d'être une autre et nécessité de rester soi. La narratrice avance parmi les tableaux comme on avance parmi ses propres souvenirs. Elle parle d'avortement, de non-maternité, de corps cabossé, de féminité jamais tout à fait docile. Elle convoque Diego Rivera comme une tempête intime, elle convoque la littérature comme une chambre d'écho et l'on entend parfois, en filigrane, une rigueur autobiographique de faire de la vie une matière sans vernis. Ce livre interroge le corps comme archive, le corps comme territoire politique, le corps comme œuvre en cours, jamais achevée. Il explore la part obscure de l'amour, les loyautés qui blessent, les fidélités qui dévorent, et il pose une question vertigineuse. Que reste-t-il de nous lorsque nous cessons de nous raconter des fictions consolantes? Alors ce soir, nous n'allons pas seulement parler de Frida Kahlo, mais aussi de ce qui pousse une femme à chercher, dans une autre femme, la permission d'exister plus intensément. Entrer dans ce livre, c'est accepter de ne pas être à l'aise, c'est accepter que l'étrangeté soit une forme de vérité, et c'est peut-être comprendre que l'art ne sauve pas du désastre, mais qu'il lui donne une forme, et donc une voix. Christine Gosselin, merci d'être avec nous pour traverser ce miroir. Merci. Alors Christine, vous avez différentes casquettes, vous êtes autrice, rédactrice sportive, et vous en parlez également dans le texte. Vous vivez à Montréal, et puis vos thématiques, la plupart du temps, sont celles du corps, de la vulnérabilité comme on pourrait dire une force littéraire. Vous essayez de toujours trouver un lien avec la féminité et l'invisible, et la marginalisation aussi, les maladies chroniques, et aussi les injonctions donc faites à ce corps féminin. J'aimerais savoir, pour vous connaître davantage, d'où vous vient cette envie de traiter un sujet entre le roman et le récit. On va en reparler sur la forme littéraire que vous avez décidé de choisir, de convoquer Frida Kahlo. D'où vient ce texte-là déjà? Ce texte-là m'a habité longtemps et je crois qu'il va continuer de m'habiter encore longtemps également. Euh, j'ai toujours eu une admiration pour Frida Kahlo, pour ses œuvres. J'ai toujours étudié dans les arts. J'étais plus concentrée sur le théâtre, mais j'avais accès à les musées. Je sortais beaucoup et j'aimais me connecter avec Frida par la beauté de ses œuvres. Et par les messages que ces toiles-là semblaient communiquer avec moi. Et donc, depuis longtemps, je crois avoir créé une drôle d'amitié avec Frida, puisque petite fille, elle était
malade, elle souffrait la douleur. Et de mon côté, c'était la même chose. À l'âge de 5 ans, j'ai été diagnostiquée de diabète de type 1. Donc, je suis insulinodépendante depuis 36 ans maintenant. Et je traverse des périodes difficiles, souvent en lien avec mon diabète, qui a complètement anéanti mon système immunitaire. Donc, j'ai d'autres maladies qui se sont joints au lot. Euh, et je sais pas, peut-être retrouver une sorte d'allié là-dedans en grandissant, en voyant l'étoile de Frida. C'était facile pour moi d'en avoir dans des livres. Je me rappelle, j'avais un signet avec le visage de Frida dessiné dessus et je trouvais qu'il y avait cette connexion, de me sentir moins seule. Je pense que la maladie en général, les maladies chroniques, surtout puisqu'elles sont invisibles, on ne le voit pas si je me promène dans la rue, on ne peut pas se douter que je suis en douleur constante. Je pense que dans cette invisibilité-là et cette vulnérabilité qu'on garde pour soi, j'avais besoin d'une alliée, j'avais besoin de me sentir moins seule. Et Frida a été et est encore ce petit radeau dans la tempête qui me permet de me sentir moins seule. Donc, lorsqu'est venu le besoin presque viscéral de parler de cette errance médicale à travers les années en lien avec la fertilité, envers les organes purement féminins, euh, j'avais besoin de le mettre sur papier et je n'étais pas capable de trouver la structure pour le faire, la confiance de le faire. Et je pense sincèrement que j'ai obtenu beaucoup de courage en regardant Frida, en pensant à ses œuvres, en pensant à son parcours. Et on a, on s'est liés d'une certaine façon. Il y a eu une tresse qui s'est formée entre ses histoires et les miennes. Et petit à petit, ça l'a construit aussi étrange que toi, Frida. C'est aussi un hommage à toutes ces femmes fortes qui sont égrenées dans ce texte, Gisèle Pellicot, Demi Moore notamment. Bref, c'est véritablement aussi un véritable hommage féminin, féministe, au sens le plus noble du terme. Je trouve que véritablement, là, vous faites la part belle à la maternité, mais pas que, à aussi l'absence de maternité. On va en reparler tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de Frida Kahlo. Vous disiez à l'instant que c'était une sorte de tresse. Est-ce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre? À travers toutes les Euh, femmes que vous égrenez dans le texte, on sent qu'il y a beaucoup d'amour aussi envers ces femmes-là, beaucoup d'admiration. Est-ce que ça aurait pu être Absolument. quelqu'un d'autre? Ça aurait pu, peut-être si j'avais écrit ce texte à une autre période de ma vie, le lien aurait été plus fort. Je mentionne Demi-Moore justement à quelques reprises dans le récit. Peut-être si je m'étais mis au travail avec ce texte-là dans les années de vouloir être actrice de théâtre lorsque j'étais plus jeune, peut-être que c'est elle qui aurait été cette amie et cette confidence dans le texte. Je pense qu'au moment où je me suis retrouvée avec ce verdict de non-maternité, ce verdict d'infertilité, en plus de la présence de mes beaux-fils qui me donnent une identité, un rôle différent semaine après semaine, j'ai envie de dire. À ce moment-là, c'était une œuvre de Frida qui était devant moi dans mon petit bureau où est-ce que je me trouve. C'est elle qui m'a interpellée. C'est elle qui est venue me chercher avec son vécu, qui me semblait pas semblable au mien, mais qui me semblait donner un écho, donner un chant harmonieux, une chanson à répondre presque, où est-ce que je pouvais lui dire, je vis ceci, et voir dans sa biographie, dans son journal intime, dans ses œuvres, qu'elle avait elle aussi vécu ce genre d'obstacles, d'épreuves. Je dis quelquefois un échec, mais en même temps un changement de transition, un changement de version d'elle-même et réaliser que c'est ça un peu. Et c'est comme ça que j'ai injecté les autres femmes avec l'appui de mon éditrice, Melika Abdelmoumen, qui m'a dit, eh bien, toutes les femmes ont diverses versions d'elles-mêmes, ont divers rôles et doivent mettre différents chapeaux. Et c'est ce qui fait la beauté et la force de la féminité, comme on peut
la repenser. Et je pense qu'au moment dans ma vie où est-ce que j'ai vu l'œuvre de Frida devant moi à mon bureau, alors que je regardais ce texte qui n'était que mon histoire à moi au départ, ce n'était que l'histoire des différentes versions de Christine, à me dire, mais où ça va tout ça? Et de trouver Frida qui me donne le courage de ficeler, de rendre le tout fluide, de permettre qu'on ait une connexion qui va après ça connecter avec d'autres lecteurs et d'autres lectrices. Alors, c'est ça qui est très fort aussi dans le texte, c'est que on a l'impression que finalement, vous vous êtes liés. Il y a une connexion forte entre vous deux. On ne sait plus à chaque fois qui parle. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti ainsi. Peu importe que ce soit Frida ou vous qui parliez, on avait l'impression que vous ne faisiez qu'une. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt très fort parce qu'en effet, il y a des textes, des lettres, des épigraphes de Frida Kahlo au cœur même de chaque chapitre. Il y a des choses que vous avez, à mon avis, mélangées pour avoir une certaine atmosphère de ce qu'elle a pu dire et de tout ce que les autres ont dit aussi. J'aimerais bien savoir comment vous avez travaillé cette matière-là avec des choses véritables et de l'autre côté avec votre intimité. Comment vous avez travaillé cette matière-là sans tomber dans un côté récit biographique qui n'est pas du tout un récit biographique ni de Frida Kahlo, ni de vous deux, ni de vous, pardon, Christine, c'est vraiment le mélange des deux. Oui, j'aime beaucoup les formes hybrides dans la littérature en général, mais lorsque j'ai présenté une des premières versions de ce manuscrit à l'équipe de Mémoire d'Encrier, c'était vraiment mon histoire et celle de Frida. Et je ne savais pas comment les intermélanger, je ne savais pas comment rendre le tout fluide, nouveau. Il y a beaucoup de livres sur Frida. Frida est une icône, donc je ne savais pas comment manipuler le tout et si j'avais le droit de lui donner cette voix qui est maintenant très présente dans le livre. Et c'est René Saint-Éloi et Mélika Abdelmoumen qui m'ont dit pourquoi tu ne la fais pas parler? Pourquoi tu lui donnes pas cette voix qu'elle s'efforce à crier de ses toiles, qu'elle semble vraiment te communiquer dans votre échange que vous avez lors de ton écriture? Et je suis retombée dans ces réflexes théâtraux, ces réflexes de mes années d'études en théâtre, où est-ce que j'avais lu les biographies, j'avais lu son journal intime, j'étais imprégnée de toutes les informations de sa vie et je me suis dit, je vais faire comme si j'étais encore au théâtre, je vais habiter le rôle de Frida, je vais devenir Frida Kahlo. Je vais écrire ces passages lorsque je ne vais pas bien, lorsque je suis allongée au lit, lorsque je me sens moi aussi prisonnière de mon corps. Et j'ai fait un peu cet exercice de retourner dans mes vieilles amours du théâtre et de prendre le rôle de Frida Kahlo comme elle pourrait se, se, se présenter à moi, communiquer avec moi. Et donc, c'est là que vient intéressant les passages de ses autobiographies, ses lettres personnelles. Ce sont des mots qu'elle a dit. Et un peu comme au théâtre, j'apprends ces paroles-là, je les mets dans le texte, je les donne sur scène, qui est, bref, ce livre. Mais ça a été une composition différente dans l'aspect d'écriture ou de réécriture, je devrais dire, pour ne pas que ça soit justement un récit biographique d'une grande artiste, comme plusieurs l'ont fait de bonne façon, de belle façon. De mon côté, c'était plus important que ça soit dans cette intimité-là, dans cette amitié-là, dans le discours qu'elle m'offre. Et donc, oui, j'ai tenté d'habiter son corps, son esprit, par les informations que j'avais et par le sentiment et la confiance que je me construisais à me dire oui, je la comprends vraiment. Je ne pense pas qu'elle soit seule à se sentir aussi étrange et elle me comprend aussi. Donc, j'ai aligné ces deux aspects-là. Je suis retombée sur mon expérience comme comédienne de théâtre et j'ai tenté de lui donner des mots qui, pour moi et pour elle, j'espère, font du sens. Et puis même la narratrice, et donc pour le coup, vous-même, vous dialoguez avec elle. Il y a un passage savoureux qui dit beaucoup aussi de la mort d'une célébrité, de la mort d'une artiste. Au-delà, qu'est-ce qu'on fait d'une icône? Et je vais lire ce passage-là. Elle ignore qu'après sa mort, elle sera une bête de cirque.
que son visage tapissera les murs de musées, mais aussi des affiches publicitaires criardes et d'horribles t-shirts bon marché, que le cinéma la réduira à une icône lissée, une effigie sans douleur, que Diego ne lui fera plus d'ombre pendant que des multinationales broderont son nom sur des sacs fourre-tout, qu'on visitera sa maison comme un sanctuaire aseptisé, qu'on l'admirera sans la comprendre, qu'on l'interprétera jusqu'à la déformer, qu'on l'absorbera pour mieux la vendre. Frida, claro que no, tu es sérieuse, Christine? Mon visage s'étale sur des chaussettes, des tasses, des sacs en plastique et des tentures murales en macramé. Que horror. Alors on peut tout obtenir à mon effigie, tout sauf ma vérité. Mon visage, mi cara, réduit à un logo utilisé comme une vulgaire image de marque, une violation directe de mes croyances anticapitalistes. Il croit que c'est mon art flamboyant, mes robes brodées, mes fleurs dans les cheveux qui m'ont rendu immortel? Non. Ce qui m'a défini, c'est ma douleur, mon intransigeance et mon foutu courage. S'ils veulent honorer mon héritage, alors qu'ils m'acceptent entière, pas une version édulcorée pour vendre des sacs fourre-tout. Que j'envoie un fourrer ses carottes bio dans un sac réutilisable, orné de ma face. Je trouve que ça dit beaucoup aussi de ce qu'on fait, de l'art et d'une artiste par rapport au marketing, par rapport aux goodies qu'on peut utiliser qui sont sûrement terribles quand on pense à ce qu'a voulu prôner aussi Frida Kahlo. Et c'est aussi le cas pour beaucoup d'autres artistes, mais là, pour le coup, on a l'impression qu'il y a un travestissement aussi de l'avenir. Oui, et j'ai eu l'impression que j'avais le droit de lui faire dire ça. Parce que je me suis dit, si je pouvais imaginer Frida Kahlo débarquer aujourd'hui, maintenant, 2026, à voir un peu comment ses œuvres sont traitées ou comment on célèbre autre chose que ses toiles, son vécu, sa vraie vérité, le vrai message qu'elle veut partager à travers ses différentes toiles, je me dis, elle serait insultée. Et j'avais l'impression, c'est un passage que vous avez lu qui vient un petit peu plus tard dans le livre, à la suite de différents échanges entre la narratrice et entre Frida, où j'ai l'impression qu'il commence à se faire ses confidences un peu plus croustillantes, à avoir un petit peu de gossip qui s'injecte dans leur conversation. Et cet aparté de Frida, c'est ce petit monologue qu'elle m'offre, je l'ai vraiment, je l'ai vraiment senti. Il est venu d'un coup. Et on s'est même posé la question après, en discutant d'écriture avec l'équipe de Mémoire d'Encrier, à se dire, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop un peu vulgaire? Mais j'avais vraiment l'impression que c'est ce qu'elle me dirait aujourd'hui si on était deux amis qui prenaient un verre au bar et qu'elle réalisait que au lieu d'être devant ses toiles, à ressentir sa douleur, à vouloir apprendre de ses épreuves, qu'on se promène avec un sac avec son visage dessus. Donc, j'ai vraiment eu le sentiment qu'elle me donnait la permission de, de faire ce genre de message et qu'elle le ferait à moi, comme je disais, si on était deux amis sur le coin d'un bar à discuter de ce qu'on tente d'accomplir avec nos œuvres, moi avec mon écriture, elle avec la peinture, mais aussi ce qu'on reçoit parfois en retour. Alors, on parle évidemment de Frida Kahlo, mais l'autre partie, c'est aussi de vous, Christine. Alors, je ne sais pas si le fait d'avoir mis cet avatar en tant que Frida Kahlo vous permettait aussi d'avoir une pudeur aussi envers vous-même. Et en même temps, je trouve que le livre vous dit beaucoup de choses sur vous. Ça va très loin parfois. Donc, je ne sais pas comment à quel niveau vous avez mis votre avatar Frida Kahlo. Est-ce que vous avez tout dit? À un moment donné dans le texte, c'est très loin dans le texte, c'est quasiment à la fin, donc je ne peux pas trop en dire non plus, même si pas de véritable spoil, mais c'est bien aussi que le lecteur puisse trouver aussi son propre chemin dans sa lecture. Oui, Mais j'aimerais savoir à quel degré finalement vous vous êtes livré dans ce récit. 100%. C'est moi. Et c'est drôle parce que, bon, c'est mon troisième livre. Les deux premiers que j'ai publiés parlent aussi de mon parcours. Vous l'avez mentionné au début de l'entretien, je parle du corps. Mon corps me parle constamment. Euh, et pendant longtemps, je ne l'ai pas écouté. Et là, je me dis que c'est maintenant et ça sort sur papier. Et
je me suis dit aussi peut-être à 41 ans, je n'ai plus rien à cacher. Euh, je suis qui je vais devenir autre chose. Comme je le présente un peu dans le livre, j'ai différentes versions de moi-même, différents rôles, différentes identités. Euh, mais je n'ai pas eu de retenue. Et c'est peut-être ça qui a facilité une partie de l'écriture. Je me suis pas retenue à vouloir cacher certaines choses. Je pense que la vulnérabilité, autant que on refuse parfois même souvent, d'être vulnérable, de ne pas vouloir parler de soi, de nos faiblesses, de nos échecs, de nos lacunes. Euh, je pense que ça fait de nous des gens vraiment plus forts entre nous, surtout en société. Je pense que en exposant nos vulnérabilités, on, on permet aux gens autour de nous, à la communauté, à la société de ressentir de l'empathie, de la compassion, de vouloir s'entraider, de vouloir s'encourager. Je pense que dans cette, dans cette image super négative de la vulnérabilité, il y a énormément de beauté. Il y a énormément de permission de vouloir s'entraider. Et pour moi, c'est ce que je tente d'accomplir un peu. J'essaie pas de changer le monde, mais je pense que le monde a besoin de réaliser, de se permettre d'admettre que certaines fois, on ne va pas bien, certaines fois, on a besoin de soutien. Et en étant transparent comme ça, en étant vulnérable, j'ose croire que ça nous permet d'être plus solides, d'être plus unis, de réaliser, comme un peu Frida dit, oh, je suis pas, c'est pas seulement moi qui est comme ça. Il y a quelqu'un d'autre qui est comme ça, donc pourquoi pas s'entraider, pourquoi pas s'écouter. Donc, je tente de retirer énormément de force et de positif de cette vulnérabilité. Et pour moi, ce qui me semble le plus vulnérable de mon côté, c'est mon corps. C'est les doutes de ma confiance corporelle, ma confiance personnelle. Et j'ai décidé de l'exposer pour pouvoir être appuyée par quelqu'un comme Frida qui pourrait être l'icône et l'idole de plusieurs personnes qui vont se retrouver aussi dans cette conversation avec Frida comme une amie, comme une alliée. Et je me dis aussi que en étant complètement honnête, complètement moi-même, ça va être plus facile aussi pour moi de d'être transparente, d'être connectée avec le lectorat qui va se dire bon, ben je ne sais pas qui est Christine Gosselin, mais à la fin du livre, j'ai l'impression de le savoir et de la sentir épaulée par Frida. Alors pourquoi pas moi non aussi? D'ailleurs, je me suis posé la question dans quel état vous étiez pendant l'écriture du livre. Je sais qu'à la fin du livre, vous mettez même dans le livre que vous devez vous arrêter d'écrire parce que c'est un moment important d'émotion. C'est la première fois que je vois ça, d'avoir une coulisse de l'écrivain qui s'arrête d'écrire au moment même où il écrit. Je trouve ça génial comme vulnérabilité, vous avez employé le terme. Dans quel état on est quand on se livre autant, finalement? Est-ce que Ça a c'est été, douloureux ou est-ce qu'au oui. contraire, c'est cette libération-là, ce côté cathartique? En fait, au départ, lors de mon premier livre, j'ai écrit L'Art de vie en 2021. Je parle d'anxiété généralisée, de boulimie, d'anorexie et un peu d'infertilité. Et j'avais eu espoir qu'écrire ce livre-là serait thérapeutique. Me donnerait le sentiment accompli d'être passée à autre chose et d'être plus forte. Et je dis pas que c'est pas le cas, mais c'est pas l'attente que j'avais avec Aussi étrange que toi, Frida. Il y a eu un désir de comprendre, un désir de me donner presque ça va sonner dramatique, mais presque une raison de vivre parce que j'en parle dans le livre et je suis toujours honorée quand mes parents disent que leurs plus grands accomplissements dans la vie sont moi, mon frère et ma sœur. Je trouve ça merveilleux, je trouve ça beau, c'est fantastique. Mais moi qui n'ai pas d'enfant, quel est mon plus grand accomplissement? Et c'est une question que je me suis posée à travers l'écriture de ce livre-là, en disant, est-ce que c'est ça l'accomplissement? Est-ce que l'écriture est l'accomplissement? Est-ce que l'écriture
est un réconfort? Est-ce qu'au contraire, un peu comme vous l'avez mentionné dans le début de l'entretien, est-ce que j'ouvre une cicatrice et comment la refermer par la suite? Donc, je dois admettre, ça a été une écriture très difficile. Et aussi parce que c'est une écriture qui s'est faite sur plusieurs années. Lorsque j'ai commencé l'écriture d'Aussi étrange que toi, Frida, je venais d'avoir la confirmation que mon mari et moi n'allions pas faire davantage d'efforts ou de procédures pour soit adopter ou avoir un enfant. Euh, on en était venu à cette décision-là. Et autant que j'ai pris la décision, j'étais complètement euh, consciente des obstacles devant nous et pris la décision, qu'est-ce que ça allait engendrer comme sentiment par la suite. J'ai aussi utilisé ça dans l'écriture. Et dans l'écriture, ça s'est continué. Les enfants de mon mari, Thomas, étaient début de l'adolescence ou fin de la petite jeunesse adorable encore, est tombé dans l'adolescence. Il y a eu toute cette transition-là avec les garçons aussi, mon interaction avec eux, mon rôle dans leur vie, la position que j'avais le droit d'avoir ou pas. Donc, ça a fait partie de l'écriture et parfois, ça a été un réconfort, un refuge dans lequel m'insérer pour pouvoir vraiment dire ce que moi je trouvais laid, comme je disais un peu tantôt, c'est vulnérable, c'est pas agréable de dire hey, je traite mes beaux-fils comme des adultes parce que c'est pas mes enfants, je ne sais pas quoi faire avec eux, c'est difficile à admettre. Euh, et donc, parfois, j'avais l'impression que, encore une fois, Frida était là pour écouter mes confidences, pour me, me dire que c'est correct de me sentir ainsi. Alors, ce livre-là a été peut-être un peu un journal intime pendant un bout de temps où l'écriture a été très difficile dans le sens où est-ce que je donnais ces émotions-là. J'avais besoin d'un réceptacle pour pouvoir me lancer dans toute cette laideur, dans toutes ces larmes et ces cris. Euh, mais aussi, je pense que lorsque je ficelais le texte pour de plus en plus venir à une version finale, il y a eu l'espoir qui frayé un chemin. Il y a eu aussi ce désir de vouloir aider quelqu'un d'autre qui est dans ma position, de vouloir créer peut-être une communauté. J'ai l'impression que souvent, du moins au Québec, les belles-mères, on est un peu incomprises. Euh, et je ne veux pas catégoriser les belles-mamans, les beaux-papas, mais il y a certaines belles-mères qui ont par la suite des enfants avec leur conjoint qui a déjà des enfants, mais les belles-mères qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui sont dans ce genre de purgatoire d'identité maternelle. Je me suis ralliée à ça et ça m'a donné moins de douleur que je pensais, plus dans l'espoir de vouloir aider, de vouloir nous rassembler. Et un peu comme dans la maladie chronique qui est invisible, se sentir moins seul. Mais avant qu'arrive Thomas, parce qu'il arrive très loin dans le récit, on espère qu'il arrive à un moment donné et qu'il arrive cet homme-là, parce que vous avez subi beaucoup de choses auparavant, et tout commence finalement par la porosité entre les sexes. Au début, vous vous considérez comme un garçon manqué, et vous dites même, puisque je ne pouvais pas être un homme, je les ai fuis. Je trouve que voilà, ce côté euh, identification, ce côté entre guillemets sexe qui n'est finalement, qui n'en est plus un. On a l'impression que vous allez d'un côté et de l'autre sans jamais savoir finalement ce qui va se passer dans l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement vraiment cette porosité entre ces deux sexes et que on a l'impression que vous trouvez votre voie sans jamais finalement la trouver. Heureusement que Thomas arrive. On a l'impression que c'est le déclencheur d'une nouvelle vie. Oui, dans le sens que je l'ai dessiné dans le fait que c'est l'arrivée de cet homme avec qui je suis encore aujourd'hui et que je suis très reconnaissante d'avoir dans ma vie, mais c'était aussi la façon de dire que lorsqu'on apprend à s'aimer, on peut aimer en retour. Donc, il y avait cette idée
rendu à 30 ans, à travers tous les soubresauts de cette recherche d'identité que vous avez mentionné, je suis un garçon manqué. Par la suite, je suis une danseuse de cabaret dans un théâtre où est-ce que je dois être féminine. Il y avait toute cette recherche d'identité-là qui se résume aussi au fait que je n'aimais pas la personne que j'étais. J'avais de la misère à m'identifier, à me respecter, à m'accepter dans mon corps, dans mon esprit, dans ce que j'aimais pas. Et l'amour, je ne décris pas dans mon livre que l'amour sauve tout le monde. Ce n'est pas le cas. C'est plus l'amour de soi qui nous permet de voir que si on s'aime, on s'accepte, on peut par la suite s'unir à des gens qui font de même avec nous, avec des bonnes personnes qui voient nos bons côtés, nos belles qualités, qui voient aussi nos petits défauts que moi j'appelle nos moins bonnes qualités, mais qui créent l'ensemble de la personne qu'on est. Alors, l'arrivée de Thomas dans la vie, euh, même si cette arrivée-là vient chambouler un peu l'aspect maternité, non-maternité de ma trajectoire, il y a quand même c'est son arrivée à lui qui fait réaliser que je prends de l'assurance dans ma position de femme féministe, je prends de l'assurance dans la personne que je suis. Euh, et que peut-être, oui, je voulais me sentir mieux encadrée, moins seule, acceptée dans mes vulnérabilités pour vraiment m'épanouir complètement. Donc, l'arrivée de Thomas vient un peu faire résonner tout ça, où est-ce que c'est cliché, mais c'est vrai, on peut aimer davantage quand on s'aime nous-mêmes. Et au départ, Christine et toutes ses identités, toutes ses variantes, au départ, elle pense que les garçons ont plus de plaisir. Elle n'a pas d'affinité avec des amis de filles. Elle se sent, elle se sent entre les deux vraiment parce que elle a beau agir comme un garçon, se tenir avec les garçons, essayer elle aussi d'uriner dans la ruelle, les culottes baissées. Elle n'est pas un garçon. Elle demeure à l'extérieur. Et par la suite, elle se met les filles ados parce que justement, elle n'est pas assez féminine, elle n'aime pas les poupées, elle n'aime pas le rose. Donc, c'est de trouver un peu, c'est le cheminement de trouver une identité. Et je pense qu'on le voit aussi un peu dans la structure du livre. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les étiquettes. Je n'aime pas dire ah ben ça c'est une fille parce que c'est rose, ça c'est bleu, c'est un garçon. Euh, je j'aime les êtres hybrides, j'aime la fluidité, j'aime la possibilité d'être diverses versions d'une personne parce que je ne suis pas la même personne lorsque je suis rédactrice sportive et que je regarde un match de hockey avec une grosse mise en échec. Je suis pas la même personne qui vous parle présentement. C'est des variantes, c'est des et ça reste dans une transparence et une vérité qui fait le tout total de Christine Gosselin. Et c'est peut-être un peu ce qui vient répondre à une de vos questions précédentes sur le est-ce que je me suis livrée complètement? Mais oui, absolument, parce que toutes ces facettes-là, toutes ces petites parties de moi-même font que c'est mon histoire. Et Thomas est arrivé à un moment dans l'histoire où est-ce que je commençais à créer ce casse-tête de mon identité, que je commençais à aimer davantage et davantage. Et par la suite, ben, ça permet d'avoir de réaliser qu'on mérite des bonnes personnes comme ça dans sa vie, qu'on mérite d'être aimé par quelqu'un qui va nous accepter aussi étrange qu'on l'est. Donc, c'est un peu le message que j'essayais de passer. Non, l'amour ne sauve pas personne, mais l'amour envers soi nous sauve. L'amour envers soi nous donne une version de nous qu'on peut prendre plus de confiance et exprimer au, au monde et rendre le monde meilleur. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Alors justement, l'envie de non étiqueter, je l'avais noté, mais là vous le dites pour votre roman. Je vais vous citer, et je trouve ça en effet, c'est vrai qu'on a tendance à étiqueter les livres, romans, récits, autobiographies et autres, et finalement on a l'impression que ça n'a aucune importance, excepté en librairie pour ranger des livres, excepté pour ça, ça a quand même peu d'importance. Je vais citer un passage qui va sûrement plaire à beaucoup de monde ici. Je- Alors, je vais couper le son d'Irlanda, c'est bon.
Je peine à comprendre l'obsession de l'étiquetage dans la société, son influence sur les identités et comportements des individus. Du genre, chacun doit être homme ou femme, sinon ça devient trop compliqué. On semble obligé de choisir une sexualité et de jamais en déroger. Et dans le domaine littéraire, c'est pareil. Faut-il absolument définir ce que j'écris comme un roman, un essai, de la prose, de la poésie? Où est la place pour la fluidité, la nuance, pour ce qui n'entre pas dans des cases reconnues? Fiction ou autofiction, dont la mise à nu est souvent comparée à l'accouchement, quel débat vain. Je me fous de l'étiquette, ou que ça vous gêne d'imaginer mes menstruations abondantes, de voir ce qui tombe dans ma cuvette. L'étiquetage, je n'en veux pas dans mes histoires. Pourquoi ces étiquettes semblent-elles donner l'illusion de nous comprendre alors qu'elles ne font que nous limiter? Victime de cette stigmatisation depuis mon diagnostic de stérilité, je porte des étiquettes d'infertile, d'égoïste, d'incomplète. C'est ainsi qu'on me perçoit. Est-ce ainsi que je me vois? Je trouve que là aussi, c'est vraiment, votre texte, il est en train de lier chaque élément. On a l'impression que tout est individuel et en réalité, tout semble collectif à la fin. Et j'aimerais justement parler de ça, de cette case. Dans quelle case finalement, littérairement, on vous inscrit? J'ai l'impression que ce livre, c'est un livre qui n'a aucune case clairement par l'écriture, mais c'est aussi le fait que vous n'aimeriez pas être rangé dans X ou Y case. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas. Je ne peux le- l'expliquer que je n'aime pas les cases, je n'aime pas. Euh, il y a une expression en anglais qui dit think outside of the box, et c'est toujours quelque chose que j'ai fait, même avec la forme de ce livre, la forme de mes autres livres aussi. Euh, je ne peux les décrire en tombant dans les cases déjà préfaites de la littérature. Et je sais que en France, il y a peut-être plus de cases même qu'il faut remplir pour certains styles. Je pense que la littérature québécoise, du moins depuis les dernières années, nous permet un peu de cette fluidité, ce côté plus hybride. Mais je trouve que au lieu de nous permettre d'approfondir sur un sujet ou de nous laisser aller complètement dans l'écriture de quelque chose, euh, ça, ça restreint les idées, ça bloque, du moins de mon côté. Il y a peut-être certaines personnes qui ont besoin d'un cadre et euh, ils vont rester entre les lignes, ils vont colorier entre les lignes. Euh, mais à travers cette écriture-là, pour en revenir à Frida, il y a plusieurs de ces cadres où est-ce que l'œuvre déborde du cadre. Il y a le suicide de Dorothy Hale où est-ce que le sang de la victime par terre coule sur le cadre. Le cadre lui-même est taché de sang. On le voit, c'est à l'extérieur, ça déborde. Et je pense que le récit, l'histoire que je raconte dans Aussi étrange que toi, Frida, ça déborde, c'est beaucoup. Ça se peut que ça soit trop pour certaines personnes parce que oui, je parle du corps, je parle du corps féminin, je parle de sujets que malheureusement, même entre femmes, on ne parle pas beaucoup. Il y a une scène dans le livre où est-ce que je me rends chez le gynécologue, je dois avoir 25 ans ou 27 et je me fais demander, est-ce que vous saignez abondamment? Mais comment je suis censée le savoir? J'en ai jamais parlé à personne d'autre. Encore une fois, on n'en parle pas, on reste dans les cases de dire, bah oui, c'est mon temps du mois, ça va pas cette semaine, on n'en parle pas. Et pour moi, il faut défoncer, il faut briser ces cases-là. Et je lis ce qu'on peut catégoriser. Si on va dans les étiquettes, je lis beaucoup d'autofiction. J'aime le terme autofiction parce que j'ai l'impression qu'il vient un petit peu briser ces cases-là. C'est comme si on a essayé de repousser un peu les côtés de ce carré-là en disant, bon, ben, je raconte ma vie, mais je m'amuse un peu et c'est ma vérité. Est-ce la vôtre? Point d'interrogation. Euh, et je pense qu'aussi dans les termes ou bref, dans ce que j'essaie de débattre et de changer peut-être de ce qu'on pense de ces étiquettes-là, c'est que ce que je tente de ce que je tente d'offrir avec mes récits, ce sont des émotions. C'est une réaction, qu'elle soit émotive, corporelle. Je tente, mon livre, quand vous l'ouvrez, c'est une main qui s'en va vers vous.
Et moi, dans ma tête, ça ne tombe pas dans des catégories. C'est pas quelque chose qui vient me chercher. Euh, je ne fais pas de la littérature pour remplir un formulaire et tomber dans des cases. Je n'aime pas l'idée. Ça paraît dans mon écriture. J'en suis complètement consciente que possiblement, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais dans cette histoire de Aussi étrange que toi, Frida, où je parle des multiples versions, je parle que parfois dans notre vie, on est une version A et un petit peu plus tard, on devient B, on ajoute un peu du C au D. Et je me voyais mal de tomber dans une seule case, une seule version d'un récit pour créer Aussi étrange que toi, Frida. Et puis, les hommes ne sont pas uniquement ciblés dans le texte, vous ciblez aussi les femmes. Je cite un passage, et ça, j'ai trouvé ça aussi plutôt très à propos. Dans ce monde de performance et d'images, je crois que le plus grand danger vient des autres femmes, des innombrables jugements sur ma jeunesse, ma silhouette ou mon charme, mais ce n'est rien en comparaison de ce que les hommes vont projeter sur moi. Mais là, je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'honnêteté aussi en montrant la jalousie féminine, en montrant le regard sur l'autre, notamment sur les corps, que vous mettez en avant. Alors là, c'est un passage avec Nelly Arcan, qui est aussi l'une des grandes femmes du texte. Qu'est-ce que vous avez à en dire, justement, par rapport à ça? Puis j'en suis coupable, je le mentionne plutôt dans le texte aussi, lorsque avec des collègues de l'école, on blague d'une fille qui porte des chandails échancrés, qui monte son décolleté, on, on, on l'a fait la risée de l'école et je participe, je suis une femme et je participe. Et pendant longtemps, j'ai remarqué et j'ai été coupable de faire ça, au lieu de trouver nos propres façons, nos propres forces pour s'élever et sortir du lot, c'est de rabaisser les autres. Et souvent, on le fait, je vais prendre l'exemple, je suis une femme, on rabaisse les autres femmes parce qu'on connaît les faiblesses, on connaît ce qui va faire de la peine, on sait ce qui va ébranler, ce qui va les mettre en doute, parce qu'on a ces mêmes problèmes, on a ses propres questions, ses propres vulnérabilités, comme je le disais, et on va appuyer sur ce bouton-là parce que vraiment, à qui on s'en veut, qui est coupable de notre manque de confiance, c'est nous, on a difficulté. Donc, j'ai voulu, à travers le livre, faire la promotion de cette sororité-là. Non pas seulement en mettant en vedette d'autres femmes fortes, des voix qui ont été de femmes marquantes qui, je me rends compte, j'ai beaucoup appris d'elles et c'est grâce à elles que je me démarque, que je prends de la confiance dans mon texte et tout ça. Euh, je pense que souvent, il est facile pour une femme de s'attaquer à un autre parce que justement, on connaît les petits points sensibles. Et je, je sais qu'il y en a qui le font encore aujourd'hui, et j'ai l'impression malheureusement que ça va toujours se faire, mais je pense que si on le soulève comme ça, si moi-même, en échange avec Nelly Arcan, en échange avec Frida, j'admets que je l'ai fait et que je veux rectifier ça, que je veux encourager les femmes, que je veux m'assurer que en retour, elles le ressentent aussi. C'est quand on sent qu'on est appuyé par une femme, on veut l'appuyer en retour, que ça soit même un homme ou une femme. Oh, tu m'appuies, parfait, moi aussi, je vais voir qu'est-ce que tu fais de bon, qu'est-ce que je peux apprendre de toi. Et j'aime l'idée de créer des femmes fortes ensemble qui vont devenir comme une chorale et pouvoir assurer que les femmes ont cette égalité éventuellement, qu'on est capable d'obtenir ce qu'on mérite, ce qu'on se bat depuis longtemps. Et je me dis, c'est ça des fois, c'est de créer une sororité, de créer une équipe que je n'ai pas créée, que je n'ai pas comprise lorsque j'étais jeune, mais avec une maturité, avec surtout une réflexion de la communauté, on se rend compte que ensemble, on est plus forte. Donc, c'était je pense qu'en le mentionnant, que parfois on a des lacunes, que parfois on fait des mauvais choix, on s'attaque à notre propre espèce, si on peut dire, ben, d'apprendre de ça et de devenir plus forte par la suite en se comprenant mieux.
Là où le combat est beaucoup plus difficile, c'est dans le domaine sportif. Vous faites état de différentes choses, de différents agissements d'hommes à votre égard. Vous mettez en avant également le documentaire de Marie Portolano, Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. Vous avez sûrement vu aussi que Vanessa Lemoigne qui a été harcelée régulièrement, a dû démissionner. Euh, Vous dites même que le monde des médias ressemble beaucoup au milieu de la prostitution, où justement les journalistes et les clients qui aiment découvrir la chair fraîche, c'est un petit peu la même chose, c'est un petit peu le même schéma là aussi. Et c'est vrai que quand on vous lit, on a vraiment l'impression que là, ça devient beaucoup plus difficile. Autant beaucoup de journalistes sportifs sont arrivés dans le milieu et en effet, il y a une mixité légère, mais cette mixité légère-là, elle est toujours autant pointée du doigt, toujours autant martyrisée. Il n'y a pas trop d'évolution sur le sujet. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes encore journaliste sportif ou pas, mais ça serait intéressant de le savoir. Comment vous avez vécu cette situation-là? Est-ce qu'elle est, entre guillemets, impossible à résoudre? Est-ce que vous y croyez encore? J'aimerais y croire encore, mais on a vu un peu ce qui s'est déroulé aux Olympiques de Milan il y a même une semaine aujourd'hui, où est-ce que avec ce cher président américain qui fait la blague à l'équipe masculine de hockey qui a remporté l'or, il dit aux joueurs américains, oh, je vais vous inviter à la Maison Blanche et rajoute, oh, j'imagine que je devrais inviter l'équipe féminine de hockey américaine aussi, sinon on va me destituer, on va me renvoyer. Et les joueurs rigolent. Et les femmes, ces femmes américaines-là, gagnent depuis des années, sont des championnes, ont travaillé aussi fort que les messieurs dans la salle de joueurs pour gagner l'or. Et ça a été la discussion pendant une semaine, pas sur leur triomphe à elles, pas sur le fait qu'ils ont battu Équipe Canada en prolongation. Le, le point central de leur triomphe a été le fait que le président et l'équipe américaine masculine se sont moqués d'elles pour le même exploit. Même chose. Alors, est-ce que ça change? Il y a des journées où est-ce que j'ai espoir que oui, d'autres comme les dernières journées où est-ce que c'est ce qui ressort du lot, c'est ce mauvais côté de blagues un peu blagues misogynes, de mauvais goût. Après ça, les joueurs s'excusent en disant ah oui, on aurait dû réagir différemment, mais on était tellement contents qu'on n'y a pas pensé. Alors, je ne sais pas si ça change. J'ai espoir que oui. Je ne suis plus journaliste en salle de nouvelles. J'ai quitté il y a quelques années. Je suis toujours dans le domaine sportif. Je fais maintenant de la traduction et les réseaux sociaux pour différents blogs hockey. Donc, j'écoute les matchs et si jamais il y a un but spectaculaire ou s'il y a une mise en échec, un combat, je fais surtout du traitement d'image. Je fais après ça des petits textes pour faire la promotion pour que les gens puissent ensuite voir sur les réseaux sociaux les faits saillants d'un match de la Ligue nationale de hockey. Je fais ça depuis quelques années maintenant. Je le fais de la maison. Je trouve ça beaucoup plus sain de travailler seul dans mon espace que dans une salle de nouvelles. Dans toutes les salles de nouvelles que j'ai été, oui, c'est là que j'ai rencontré mon mari, mais c'est très bruyant, c'est très, je dirais, c'est très masculin aussi. Il y a dans mon équipe que j'étais à l'époque où j'ai écrit et tous les passages de Aussi étrange que toi, Frida, qui sont écrits, je suis journaliste et on est deux femmes seulement sur une trentaine d'hommes dans la salle de nouvelles. Euh, et encore aujourd'hui, pour l'équipe que je travaille présentement, je suis la seule femme sur environ une équipe de 17, je crois. Euh, donc, oui, salle de nouvelles, désolée pour le commentaire, salle de rédaction. OK, au Québec, on dit salle de nouvelles, salle de rédaction. Donc, j'ai j'ai tout le temps eu l'impression qu'il y avait des jugements derrière une femme qui va se rendre et avoir un contact avec un joueur, ou j'en parle un peu dans le livre, pourquoi qu'elle est à côté de la patinoire, celle-là, elle a-t-elle couché avec la bonne personne? Moi encore aujourd'hui, je ne signe plus mes textes Christine, je signe mes textes Chris, un personnage, une version de moi-même qui apparaît dans le livre.
parce que je recevais des messages soit haineux, parce que je suis une femme et je connais rien au sport, soit ben, je suis une femme qui aime le sport, fait que je dois être une bonne prise, alors je vais envoyer du flirt et des photos non sollicitées de, comme j'appelle dans le livre, de bâtons élevés. Donc, c'est tout ça. Il y a encore aujourd'hui un manque de respect incroyable. Juste en même temps, pour en revenir à la salle de rédaction, ça me fait penser la lectrice de nouvelles. La lectrice de nouvelles, si elle n'est pas jeune, belle, les cheveux bien placés, on la met pas à la télé. Mais le vieil homme de 60 ans avec ses rides et les cheveux blancs, ben lui, c'est sophistiqué. Ah, lui, il y a de l'expérience. Donc, c'est toujours le double mesure qui me rend folle un peu dans le domaine. Et je parle du domaine de la rédaction, du journalisme, parce que c'est celui avec lequel j'ai vécu, je vis encore. Je suis certaine que ça arrive ailleurs. Je suis certaine que pour plusieurs autres femmes, ça se produit dans d'autres domaines. Mais pour moi, c'est que oui, j'ai dû créer un changement de sortir de cette salle de rédaction-là qui me rendait folle un peu. La pression, la sensation d'être épiée, d'être jugée constamment. Et moi, j'ai jamais voulu faire de la télévision. Et je dis, j'ai jamais voulu faire, mais je pense que c'était parce que justement, c'était à une époque où est-ce que je m'aimais pas beaucoup. J'avais pas l'impression que je rentrais dans les belles cases qu'on parlait tantôt de la journaliste sexy qui connaît le sport, mais qui est belle et qui connaît le jargon et qui peut parler comme un vrai sportif, mais qui est bien mise, bien placée, pas de surpoids. Donc, je n'étais pas capable encore, les cases me rendaient folle, je n'étais pas capable de rentrer dans une, donc je n'ai pas fait de télévision, je n'ai jamais voulu en faire, mais il y a toujours cette pression-là, toujours cette constante. Il y a eu un reportage au Québec qui a été fait dernièrement sur les Miss Météo qui reçoivent plein de messages haineux sur leur apparence, leur poids, leur âge, comment qu'ils parlent. Et je me dis, mais quand est-ce que ça va changer? Donc, Anthony, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si ça va changer. Je n'ai pas l'impression. Mais peut-être qu'en se construisant ici une sororité qui peut parler contre ça, il y aura du changement éventuellement. J'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi ça existait encore, d'ailleurs, Miss Météo. Ça ne devrait même pas exister à mon sens, mais bon. Vous écrivez dans le livre que vous regrettez finalement de ne pas avoir riposté à ce moment-là. Et vous dites même, cette phrase forte, il me reste ces lignes pour revanche. Oui, Mais au moins, je vous parle. l'assumez. C'est-à-dire que beaucoup d'auteurs ne l'assument pas forcément. Je trouve que là, il y a aussi... c'est un livre très honnête, voilà. Très intimement honnête. Vous ne trafiquez rien. C'est véritablement vos émotions. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je trouve que même sur ça, vous l'écrivez, vous le dites. Et je trouve ça, enfin, en tout cas, tout à fait à votre honneur. Merci. C'est à la suite d'une scène qui s'est vraiment déroulée dans la salle de nouvelles et que autant que oui, j'ai réagi, j'étais en colère, j'ai réagi, mais j'avais pas le bagage, le vocabulaire, et peut-être même le courage de répliquer davantage. Et je pense à certaines situations, on le voit beaucoup présentement, surtout en Amérique, où est-ce que le grand boss dit quelque chose et on se demande pourquoi personne réagit, pourquoi personne ne dit rien. Je vais reprendre l'exemple des joueurs de hockey dans la salle de jeu. Pourquoi il n'y a personne qui avait ah ouais, les femmes méritent d'être invitées. C'est quoi cette. On le fait pas parce qu'on craint les représailles sur nous-mêmes. On pense à nous, on pense à se sauver. Et je me dis, à la fin, il faudrait plus penser à se sauver ensemble, à pouvoir se soulever ensemble. Et je l'admets, c'est pas toujours facile. Et souvent, c'est une décision d'une seconde où est-ce qu'on dit, ah zut, j'aurais dû. Et je pense que je ressentais tellement ça de ce passage précis que je n'avais pas le choix de reprendre une petite revanche. Je ne m'imagine pas cet ancien collègue faire Hey, elle parle de moi ici parce que c'est pas vraiment C'est pas à glorieux son et avantage, non? pas son avantage de se dire hey, coucou, c'est moi, mais au moins il sera. Et c'est drôle parce que le livre n'est pas encore sorti, mais il y a un très bon ami de cette salle de rédaction-là qui est toujours dans mon entourage proche. Il a lu le livre et sa première réflexion a été
de m'envoyer un message et de dire « Je suis désolée si j'ai participé ou si je n'ai pas pris ta défense plus souvent. » Et c'est drôle parce que cette amie-là, depuis, a deux filles, voit un peu à ce que le monde peut continuer d'être pour ses filles ou peut devenir si lui-même devient une partie intégrante, devient une partie active de ce changement-là. Dans le classique dont on dit pas tous les hommes, c'est parfait, pas tous les hommes sont comme ça, mais pour faire partie concrètement de pas tous les hommes, il faut être un homme qui parle contre ça, qui le remarque, qui peut dire à ses amis dans la salle de joueurs, hey non, les filles méritent d'être invitées à la Maison Blanche. C'est un peu dans cet aspect-là. Donc, j'ai ça m'a fait du bien. Parce que cet ami-là qui était présent à travers toutes ces mauvaises blagues, on va dire, c'était avant MeToo, des blagues de mauvais goût, tout ça, mais de savoir que ça l'interpelle à vouloir faire un changement conscient pour les années à venir, pour le futur de ces deux filles, ça m'a fait sourire. Avant de parler de Diego Rivera, parce que j'ai pas voulu en parler tout de suite, je l'aime pas forcément, mais j'aimerais qu'on parle du pouvoir qu'a eu Frida aussi sur vous en matière de désir, en matière de sexualité. Vous dites qu'elle vous a permis de vous épanouir. Alors c'est vrai qu'on on voit beaucoup de maîtresses, beaucoup d'amants. Alors je ne savais pas pour Léon Trotsky d'ailleurs. Ça m'avait totalement échappé. Joséphine Baker, oui. Mais voilà, on voit cette libération aussi sexuelle de Frida Kahlo. Et vous dites même à un moment donné, et je trouve que cette phrase, j'aimerais bien que vous réagissiez à celle-ci, l'amour se nourrit aussi de ce qui ne s'accomplit pas, de ses baisers manqués. Je trouve que le contre-champ, là aussi, de cet amour-là, il est intéressant. Et vous le mettez aussi en avant, puisque là, elle parle notamment, enfin en tout cas, c'est la relation qu'elle a eue avec Georgia O'Keeffe. Et pour le coup, c'est ces instants qu'elle n'a pas eu finalement qui construit aussi quelque chose en matière amoureuse. Pour moi, c'était au départ l'idée personnelle avec ma sexualité, tout ça, c'est aussi en lien avec la maladie où mon corps souvent se sent comme un appareil médicalisé. Il y a beaucoup plus, beaucoup plus de médecins hommes qui ont touché mon corps que des hommes amoureux qui ont touché mon corps. C'est, c'est de voir ou de sentir qu'on n'est pas un être sexuel, mais on est plus juste un être, on est un corps, on est... Et Frida, à travers ses différentes expériences, sa vision de l'amour, du sexe, de la passion aussi, je pense que c'est des éléments qui sont différents, mais qu'elle est capable d'ajouter comme dans une recette avec un peu comme elle veut, un peu d'ingrédients comme ci, un peu comme ça. Et elle, elle communique une confiance, une aise euh, que je n'ai jamais eu avec mon propre corps et de l'imaginer, elle, avec tous les corsets qu'elle a eus, les cicatrices qu'elle avait sur son corps, la jambe un peu plus courte, par la suite une jambe amputée, euh, d'avoir cet instinct d'accepter son corps et de le voir autre que une proie médicale qui va se faire toucher, qui va se faire plâtrer par différents hommes. Pour moi, ça a été très inspirant. Euh, la sexualité, selon moi, veut dire différentes choses pour différentes personnes. Encore une fois, je refuse les cases. Je pense que les cases viennent encore plus brouiller les désirs, les images, les attentes. Et je pense, dans ces baisers manqués, ce que Frida essayait de me communiquer, c'est que peut-être qu'avec du recul, je me dis, ah zut, j'aurais dû davantage explorer, j'aurais dû peut-être me faire plus confiance et changer mon idée du corps malade versus le corps en plein épanouissement, en pleine découverte de soi, mais que les baisers manqués pour moi, c'est j'ai peut-être appris de ça aussi, de cette vulnérabilité-là qui aujourd'hui me permet de découvrir des côtés plus doux de l'amour, de la sexualité et tout. Donc, autant que ce ne sont pas des réels baisers manqués avec différentes personnes, pour moi, les baisers manqués, c'est justement
cette possibilité de dire, bon, ben, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, mais j'ai gagné ci, j'ai gagné ça. Donc, c'est un peu comme ça que je l'imaginais. Et Frida, à travers ses différentes aventures, elle a des petits, elle se fait dire des petits noms d'amour par différents. Encore une fois, elle jongle avec ces différentes versions-là. Et ça m'a inspiré justement beaucoup. Ce petit fragment-là est venu encore faire plus ressortir les différentes versions de moi-même que je pouvais habiter avec confiance. Ça m'a permis de faire ressortir un peu cet éventail d'identité qui Frida avait, pas seulement avec elle-même ou avec ses toiles, mais avec ses amoureuses, ses amoureuses. Donc, je trouvais qu'il y avait une beauté dans tout ça. Alors, on va prendre une petite photo de groupe, c'est l'interlude photo, avant que vous nous lisiez le premier extrait que vous avez choisi. Christine, j'ai failli vous appeler Frida, je me suis retenu. 3, 2, 1, et c'est bon pour la photo. C'est à vous, Christine, pour le premier extrait. Je vais lire un court extrait. Je vais prendre un extrait qui vous est offert de Frida elle-même. Donc, c'est la voix de Frida. Ils ont vidé mon ventre, arraché l'enfant avant même qu'il ait un visage, une chance d'exister. On me laisse croire que je dois opter pour ma vie plutôt que de la donner, comme si c'était un choix. J'ai dessiné pour comprendre El Alborto, une poupée de chiffon allongée, soumise aux lois du corps, aux lois des hommes. Je suis scindée en deux, divisée entre la lumière et l'ombre, entre ce que je perds et ce que je peux encore créer. Mon propre ventre me trahit, mon sang me renie. Le tableau reste inachevé, moi aussi. Et pourtant, je veux donner cet enfant à Diego comme une preuve, une offrande, un regalo. Malgré mes os brisés et ma chair ravagée, il me faut encore créer la vie. Merci, Christine. Alors, on va parler de Diego Rivera, qui est en contre-champ forcément maléfique de Frida Kahlo. Euh, Vous faites même intervenir sa fille, Guadalupe. Je trouve que là aussi, qui est en défense évidemment de son père, mais je trouve que vous creusez au plus profond de ce qui se passe dans ces personnages-là aussi. Même s'ils sont réels, on a l'impression qu'ils sont presque fictifs. J'ai l'impression que vous avez même inversé le processus en fait. Que ces personnages-là réels sont devenus des personnages de romans tout autant que vous en tant que narratrice. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous avez fait ça en conscience aussi, de presque les dématérialiser en fait? Oui, un peu. Lorsque j'écris, j'imagine toujours, c'est sûrement des vieux réflexes de théâtre, mais j'imagine une scène et pour moi, le décor, les accessoires sont tout aussi importants dans une pièce de théâtre. Et j'avais l'impression que certains personnages étaient tellement enrageants, tellement négatifs que je me disais, bon, comment les mettre en lumière, puisqu'ils ils ont quelque chose à dire, ils ont leur mot à dire dans l'histoire, mais comment les voir un peu comme un accessoire et comme les écrire sans me vouloir de les faire paraître dans une mauvaise lumière ou dans un aspect négatif. Et avec la fille de Diego Guadalupe, c'était que j'avais une émotion ressentie par rapport à mon propre trajet avec mes beaux-fils, à savoir si une fois que je ne suis plus sur ce monde, qu'est-ce qu'ils diront de moi? Euh, ou je pense que c'est une question qui me revient parfois. Le plus jeune est maintenant, il y a 16 ans, ici c'est secondaire, l'école avant de se rendre dans les études supérieures, à 16 ans, il a son attitude, ses amis, les blagues entre eux, on rigole des parents. Et je sais que les parents biologiques sont tout aussi victimes de mauvaises blagues, de mon père est ci, ma mère est ça. Je suis consciente de tout ça. Mais on dirait que le lien de l'amour inconditionnel d'un parent biologique est tellement incassable que je me dis, si moi, je dis quelque chose
de méchant, ou si je m'enrage, ou si je suis autoritaire, qu'est-ce que mes enfants vont dire de moi, qu'est-ce que mes beaux-fils vont dire de moi à leurs amis. Et c'est venu je suis comme devenue obsédée au fait de dire, mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi vraiment? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Et de tomber sur les propos de Guadalupe, qui sont de vraies choses qu'elle a dites dans une entrevue au Mexique. C'est, je trouve ça détestable. Qu'est-ce qu'elle a dit de sa belle-mère? Et je me dis, comment ça pourrait m'arriver. C'était dans cette crainte-là de dire, mes beaux-fils pourraient dire, ah, ben ma belle-mère a écrit ça, mais c'est de la merde, ça vaut rien. C'est cette réalité-là d'avoir peur, d'être super vulnérable en imaginant que ça pourrait se produire, puisque ça s'est produit pour Frida. Donc, c'est un peu ce jeu-là de relation. Et encore là, avec la maternité, qui est être belle-mère ou être beau-père, ce lien-là est très différent, euh, de famille en famille, de personne en personne, de bel enfant à bel enfant aussi. Et de toujours tomber dans d'être jonglé, de ne pas savoir à quoi s'attendre et tout. Euh, je voulais, je voulais en parler, je voulais toucher ce côté-là parce que c'est une grande peur pour moi. Je mentionne un peu je crois que c'est dans ces mêmes pages-là que je n'ai aucune idée qui je serai pour les enfants de mes beaux-fils. Est-ce que je vais être une mamie, ou est-ce que ben non, c'est la copine, la femme à grand-papa? Quel est mon terme, là? Donc, c'est encore une question d'identité, une question de quelle sera cette version-là de moi-même, parce qu'encore là, c'est multiples versions qui continuent de s'épanouir et de venir dans la vie. Mais c'est pas. Il y a aussi une appréhension que ça se peut que ça soit négatif, comme Frida a dû, euh, ou la mémoire de Frida a dû être fripée un peu par ces commentaires-là de sa belle-fille. Et justement, c'est aussi, ça rejoint aussi ma prochaine question sur l'empreinte. Vous parlez d'empreinte, notamment lorsqu'on fait un enfant. Le plus important, peut-être, ça vous allez nous le dire ou pas, c'est de laisser l'empreinte qui est plus importante que de faire un enfant. De savoir que on a l'impression que c'est plus l'ego qui parle, de savoir ce qu'on va projeter pour ensuite, ce qu'on va laisser, ce qu'on va transmettre, et surtout l'empreinte qu'on va laisser aux autres, plutôt que le désir d'avoir un enfant. Ça, vous en parlez aussi, et je trouvais ça très intéressant. Oui, je ne doute pas que les parents qui ont des enfants avaient le désir d'avoir ces enfants-là, mais encore là, Vous j'en posez des discute questions, toujours. hein, c'est pas une généralité que vous faites, hein, bien sûr, c'est vous Exact, posez des je pose questions. Voilà. exact. Parce que j'en parle un peu plus loin aussi sur ces femmes qui aimeraient avorter parce qu'elles n'ont pas la santé, n'ont pas les moyens, n'ont pas envie d'être mère, et on leur force à garder cet enfant, à être mère. Euh, je, je me pose la question, encore là, pourquoi qu'on les force à avoir? Est-ce que c'est parce que justement, oh, ben, la lignée continue, c'est merveilleux, tu vas laisser, c'est ton offrande à la terre, et là tu continues, tu ne seras jamais oublié. Euh, donc, je me suis posé la question, et j'ai l'impression que c'est un peu l'idée que la société s'est faite, que bon, ben, on a des enfants, on, on finit l'école, on a un travail, on rencontre quelqu'un, on a un enfant, et la vie est réussie. Et il y avait cette crainte de ne pas accomplir ça, d'échouer, de me rendre compte que ben, à la fin, sur mon lit de mort, j'ai quoi comme réussite? Alors, et oui, c'est une grande question d'ego, c'est de tomber dans la norme sociale, on dirait que c'est ce qui est attendu de nous, et ça l'a beaucoup teint, je crois, justement ce que la femme veut vraiment, ce que la femme veut laisser, et aussi ce qu'on laisse comme héritage. Est-ce que c'est vraiment juste des enfants? Est-ce que donc,
les questions sont posées honnêtement dans le texte parce que je n'ai pas la réponse, puisque moi, de toute façon, cette réponse-là, peu importe la réponse, peu importe la question, si la réponse c'est avoir un enfant, j'échoue, j'en aurai pas. Euh, donc, je pense que c'est d'essayer de trouver autre chose, d'essayer de... Ça me fait rire parce que je pense un peu à ce qui se passe présentement ou depuis les dernières années. Allons-y avec la question climatique. Nos parents qui ont eu des enfants pour laisser une empreinte et tout ça ont ruiné la terre pour les enfants et leurs petits-enfants qui vont vivre dessus. Alors, c'était quoi l'idée de laisser des enfants de bord si vous allez ruiner l'espace où ils sont censés s'épanouir et vivre longtemps et eux-mêmes continuer cette supposée lignée de fierté familiale et de sang? Alors, pour moi, je me dis, si moi, je ne peux avoir d'enfant, donc je n'aurai pas cette empreinte physique, biologique-là qui est restée, ben, je préfère aider l'empreinte en général sur le bien-être de la Terre, sur peut-être, j'ose croire que j'ai une passion pour l'écriture et que je suis capable d'écrire, alors je vais laisser quelque chose qui va peut-être laisser une trace, qui va faire réfléchir quelqu'un, qui va permettre à cette personne-là et d'autres personnes autour d'elle de faire des choix pour aider la société et peut-être que mentalement, il va avoir un... J'essaie pas de changer le monde avec mon écriture, mais je me dis, moi, c'est que si on essaie de changer le monde avec des enfants, il faut mettre des bonnes choses en place, il faut le faire pour les bonnes raisons, il faut faire. Oh, il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit faire œuvre utile. C'est vraiment ça. C'est de pouvoir s'assurer que l'empreinte qu'on laisse, que ça soit un enfant, ça soit une œuvre, ça soit une bonne action. À tous les jours, on peut participer et je pense pas que le fait d'avoir un enfant ou pas devrait venir minimiser notre impact sur la société, sur la vie. Mais encore une fois, je pense que socialement parlant, dans les cadres et dans ce qu'on se fait répéter comme étant normal, c'est d'aller à l'école, d'avoir une carrière, et là, bon, ben madame, pas trop de carrière parce que vous allez avoir des enfants. Euh, donc, j'ai essayé de poser ces questions-là parce que, bon, je ne suis pas dans la position d'offrir la grande réponse et de dicter à tout le monde de faire des choix différents, mais j'espère qu'on peut apprendre en communauté qu'on peut faire autre chose qu'être maman ou papa, on peut laisser une trace différente, qu'on peut permettre à la terre de tourner, même si on n'a pas d'enfant. Donc, et ça a été long pour moi de comprendre ça, pour moi de dire que je suis tout autant accomplie si j'ai pas d'enfant ou pas. Il y avait un rêve familial beaucoup pour moi d'amener un petit bébé sur le comptoir de cuisine à mes parents puis de les voir super gaga avec leur petit-fils sur leur petite-fille parce que mes parents sont des grands-parents exceptionnels avec les enfants de ma soeur et les enfants de mon frère. Et j'aurais aimé leur offrir ça. J'aurais tellement aimé. Mais à la place, je leur amène un nouveau livre, je le mets sur le comptoir et bon, on célèbre un peu comme ça. Mais je me dis qu'il y a plein d'exemples que une autre femme ou un autre homme peut avoir de laisser une empreinte, que c'est pas juste en tombant dans la norme d'avoir un enfant et hope for the best. Je pense qu'il y a une façon que on peut chacun se sentir accompli et de changer une partie de l'humanité pour le bon. Vous avez beaucoup de cœurs qui tombent et qui pleuvent là dans la conversation. C'est normal, vous êtes extrêmement touchante, Christine, et ça se ressent aussi dans le livre. Vous êtes en effet comme dans le livre, comme dans le roman. Il y a une question de Catherine qui est intéressante, qui parle de finalement de la fusion des corps entre ceux de Christine et de Frida. Est-ce que ce sont ces corps-là qui parlent ou au contraire, est-ce que ce sont les corps qui sont de véritables personnages et qui ont utilisé la voix humaine pour enfin se faire entendre? Oui, les corps ont vraiment parlé à travers ma plume, à travers moi, à travers Frida. Euh,
tu sais, comme moi, présentement, je vous parle et j'ai à côté de moi ma pompe à insuline qui me dit mon taux de sucre et comment ça va et qu'est-ce que je dois faire si j'ai des médicaments à prendre. Mon corps me parle constamment. Euh, et je me suis dit, je vais lui donner une voix. Et à travers différents épisodes, parce que dans le livre, on me suit un peu dans différentes salles d'hôpital et différents médecins, gynécologues, où est-ce que les femmes qui sont présentes présentement pour la discussion le savent. Un examen gynécologique, c'est pas plaisant du tout. C'est très, encore, une vulnérabilité très exposée. J'ai une scène complète où est-ce que je découvre un peu les images de mon utérus et je me fais donner des mauvaises nouvelles, les gens m'écarter avec une sonde et je suis juste là, je peux pas me sauver là, je veux dire, et j'ai voulu faire parler mon corps à travers la réaction à travers pas juste qu'est-ce qui est émotif, qu'est-ce qui nous passe entre les deux oreilles quand on se fait lancer toutes ces possibilités de diagnostic. Surtout, je parle d'endométriose dans le livre parce que c'est un diagnostic que j'ai finalement reçu. Et je dis finalement parce que ça a été entre 10 et 15 ans d'examen, de c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, on le sait pas. Toujours un homme qui me joue entre les deux jambes comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. De me faire donner ces résultats-là de euh, tu es infertile, tu es encore jeune, veux-tu voir les options pour pouvoir créer maintenant? Alors que je suis célibataire, je sors d'une relation super toxique, je ne pense pas aux enfants à ce moment-là. Donc, c'est toute la réaction du corps à travers ces monologues-là. Et je me suis dit que Frida a fait parler beaucoup son corps à travers ses œuvres. La plupart des gens qui connaissent un peu Frida vont se rappeler son œuvre, l'hôpital Henry Ford, où on voit son corps qui vient de malheureusement d'accoucher d'un bébé mort-né, qui ont dû expulser et qui a différentes images qui voguent autour d'elle dans un deuil incroyable, mais personne n'est là pour la soutenir par la suite. Il n'y a pas de soutien psychologique. On s'attend à ce qu'elle revienne à la normale. À l'époque, en plus, la pauvre Frida perd son bébé et perd sa mère quelques mois plus tard. Elle doit retourner au Mexique pour aller s'occuper d'une mère mourante qui finalement, elle le dit elle-même, elle devient une femme qui a perdu son enfant et sa mère. Et c'est la blessure, le choc, le trauma sur le corps qui parle à travers ses œuvres. Et j'ai voulu faire un peu la même chose avec le texte, d'avoir les corps qui vivent quelque chose, les corps qui savent pas nécessairement parce qu'il n'y a personne qui met de mots dessus. Encore une fois, les hôpitaux et les textes, tout ce qui est tests médicaux, tout ça, on s'attend à avoir une étiquette. C'est ça le diagnostic. Je vais trouver un médicament, j'ai mon étiquette, voilà, c'est tout, on passe au suivant. Et avec la médecine sur les corps féminins, j'ai l'impression que c'est pas souvent ça. Euh, Souvent, et même avec tous les autres médicaments que je prends pour toutes mes autres conditions, souvent, c'est un médicament qui a été conçu, qui a été testé sur des hommes parce que le corps des hommes est plus simple et on passe au suivant. Donc, il y avait tous ces cris-là internes du corps et je voulais pas faire parler mon utérus ou parler mon pancréas qui fonctionne pas, mais je voulais faire parler ces éléments-là qui sont euh, enragés, qui sont confus, qui vivent beaucoup d'émotions et je les ai mis dans les versions de... Et je veux dire, ça ressort dans ma vie. Je suis quelqu'un de... Comme je le dis, mon corps me parle et j'ai l'impression que des fois, on a honte que le corps nous parle. On a honte que ah, ben, elle en révèle beaucoup sur son corps. Ouh, ça me met mal à l'aise et tout. On a tous un corps qui nous parle, qui a quelque chose à nous dire, qui veut être écouté. Et je l'ai fait au maximum en me disant que il faut arrêter de taire nos corps, il faut arrêter de leur dire que c'est assez. Ou c'est juste à la maison, entre vos quatre murs, montrer pas ça à personne, d'être vulnérable, d'être comme on l'est. Et oui, les corps parlent énormément, comme je le fais présentement, désolé. Les corps parlent énormément dans le livre. Alors, une question de Michel Marx. Michel, c'est à vous. Michel qu'on recevra également en Vlil le 26 mars prochain, d'ailleurs, voilà, qui est aussi auteur. Michel, c'est à vous.
Oui, bonjour. Alors, en fait, je vais intervenir 2, 3 minutes parce que je vois l'heure et je me dis que si j'avais pas levé la main maintenant, peut-être ça se serait terminé dans quelques minutes. Et j'ai pris plein de notes pendant l'interview. Et donc, j'ai quelques questions enfin, à poser à Christine, une ou deux questions. Et puis, j'ai aussi une remarque à lui faire qui va peut-être l'intéresser. Et donc, je voulais vous demander, Christine, est-ce que vous avez vu La double vie de Véronique, le film de Kieslowski? Non, je n'ai pas vu. D'accord. Alors, donc moi, j'écris des livres et puis j'enseigne le scénario dans une école de cinéma en France. Et donc, je suis toujours à cheval entre deux genres comme vous. Alors, c'est drôle parce que la question du genre, j'y avais jamais pensé, mais c'est grâce à vous là que je viens de le découvrir. C'est que avant on disait le sexe féminin et le sexe masculin, et puis aujourd'hui on dit plus quel est votre sexe, on dit quel est votre genre. Et j'ai jamais rapproché ça du genre littéraire, c'est-à-dire est-ce que c'est un roman, est-ce que c'est une fiction, est-ce que c'est une non-fiction, cette question qu'on pose toujours. Je trouve ça intéressant de penser que peut-être au-delà du genre littéraire, il y a un sexe littéraire, enfin, c'est-à-dire que finalement, on veut donner ces étiquettes dont vous parliez tout à l'heure aussi au livre. Mais oui, La double vie de Véronique, c'est donc un film polonais de Krzysztof Kieslowski, et c'est une jeune fille qui vit avec son père. Et son père est en train de lire le journal, et elle va le voir, et elle lui dit, Papa, je sens qu'il y a quelqu'un d'autre. Et il lui dit, oui, bien sûr, je suis là. Elle dit, non, il y a quelqu'un d'autre. Et en effet, il y a quelqu'un d'autre, et donc il y a une deuxième Véronique qu'elle ne connaît pas, et le film alterne entre les deux Véroniques. Il y a une Véronica en Pologne et une Véronique en France, et les deux étudient la musique. En fait, les deux ont un lien qu'elles ne connaissent pas, mais on suit les deux vies avec les mêmes problématiques, les mêmes angoisses, comme vous et Frida. Et donc, voilà, alors vous devriez essayer de voir ce film qui vous Absolument, toucherait, ça je m'intéresse. pense, parce que c'est vraiment sur la question de est-ce que si on sent l'autre, l'autre nous sent aussi. Et donc, moi, je me suis posé la question, c'est vous, vous sentez Frida, est-ce que vous vous êtes, donc ça c'est ma question, c'est est-ce que vous avez espéré ou senti ou cru ou attendu que Frida vous sente aussi? Oui, et j'ai une anecdote intéressante pour ça qui est venue m'émouvoir à un point. Euh, Lorsque j'ai écrit le roman et que je l'ai envoyé à Mémoire d'Encrier, on parlait de la possibilité de la couverture. J'avais proposé différentes photos de Frida, mais je n'étais pas consciente des droits d'auteur, comment ça fonctionnait un peu avec les œuvres, les photos. J'ai laissé ça de leur côté. Je me suis plus posé de questions et pour la première fois de ma vie, j'ai voyagé en France. Je suis allée à Paris une semaine avec mon mari à la fin avril. Et on se rend en France, on se rend à Paris. J'adore tomber amoureuse, bien sûr, de tout. Et j'ai dit à Thomas, je dis, il faut absolument aller au centre Pompidou parce que je veux voir le cadre de Frida Kahlo, ne sachant pas qu'il y a rénovation et que Frida est depuis quelque temps dans une boîte. Mais on s'y rend. Et j'arrive sur place et j'étais malade cette journée-là. Mon corps n'allait pas. Donc, je dis à Thomas, je dis, va récupérer les billets, je dois aller à la salle de bain. Donc, je vais, je m'occupe de mon diabète et je ressors et Thomas me dit, les toiles ne sont pas accessibles, on n'a pas Frida. Alors, je suis tout à l'envers et la dame au ticket le voit et me donne deux petites cartes postales, si on veut, deux petits collants de Frida. Et je repars avec ça, on continue notre séjour et quelques semaines plus tard, la maison Mémoire d'Encrier me surprend avec la même œuvre de ces petits carnets, de ces petites cartes postales qui m'avaient été remises. Et je l'ai vu, je suis venue super émotive, je l'ai vu comme Frida qui me disait, oui, vas-y, cette œuvre-là est la nôtre et tu as mon blessing, tu as mon accord. Euh, ce que tu dis résonne avec moi et je te redonne mon écho de cette façon-là. Donc, c'est un peu la fin de notre aventure à moi et Frida. Elle continue d'être très présente autour de moi, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de fort entre nous deux à ce moment-là. Alors, est-ce que je peux vous dire autre chose? Parce que je m'intéresse beaucoup aux mots, et vous aussi, et aux noms.
Alors, ce que je vais vous dire va peut-être vous déstabiliser ou vous troubler, mais comme j'ai envie de vous le dire, je vous le dis, voilà. Vas-y. J'ai pensé, en vous écoutant, comment vous racontiez la rencontre avec Thomas, et je voulais vous dire une chose, c'est que vous parliez de la douleur du corps et de vivre quand même et de choisir la vie, même avec ses failles qu'on porte, comme Frida, comme vous, comme peut-être nous tous. Voilà. Et je pensais en vous écoutant, parce que plusieurs fois j'ai entendu le nom Christine, et je me disais, mais Christine, c'est le Christ Oui, qui est crucifié et qui est la résurrection. C'est-à-dire après la crucifixion, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, peut-être, oui, c'est-à-dire la résurrection. Et si je peux me permettre, voilà, je voulais vous dire que donc Thomas, c'est un des apôtres du Christ. oui. Voilà. Et donc Thomas, c'est un des fidèles, un des plus proches, et c'est celui qui soutient le Christ. C'est quand même intéressant de dire que vous avez rencontré Thomas et qu'il est devenu, comme vous dites, peut-être pour vous, impossible, c'est-à-dire quelqu'un qui accompagne et malgré que ce soit un homme qui comprend. Et quand vous avez parlé des hommes, j'ai pensé à Diego et donc à Frida. Et est-ce que vous savez ce que ça veut dire Diego? Diego, en vieil espagnol, parce que je parle espagnol, c'est celui qui supplante, qui se met devant. Ah. Voilà, voilà. Bon, et voilà, et pour en finir, vous savez ce que veut dire Frida? J'avais lu parce que son nom peut s'écrire avec un IE, Voilà, puisqu'elle avait des antécédents. ah, Est-ce que germanique. ça a rapport avec la vérité? La paix, La paix. le pouvoir de la paix, voilà. Wow. Donc, je vois Christine Ça me fait avec toi. sourire. Ouais, Oui, ça me fait sourire beaucoup. Je ouais, suis croyante et j'ai ouais, trouvé, dans les premières années, surtout, cette solitude-là, pour moi, avec la maladie, c'est beaucoup retrouvé avec une discussion avec mon plafond où je parle au bon Dieu. Et ouais, euh, encore une fois, j'aime pas tomber dans les cases de quelle religion je suis parce que je crois en Dieu, mais je parle aussi à tous les êtres que j'aime qui sont décédés, que moi, j'imagine au plafond à me regarder, dont Frida, avec qui j'avais ouais, ces belles grandes discussions. Et oui, c'est mon père. Mon père s'appelle Christian. Je suis le junior de mon père et ouais. mes parents sont très croyants. Et il a fait la remarque un jour de Thomas Thomas, on dit que Thomas devait voir pour croire. Et Thomas m'a vu pour qui j'étais vraiment. Et on est ensemble. Alors, je me disais qu'il y avait cette beauté religieuse, ce petit tatou que vous avez pointé. Mystique, ouais, Alors, ouais. j'apprécie beaucoup. Alors, je vais en pointer un dernier. Allez-y. Est-ce, est-ce que vous savez, alors je ne parle pas l'araméen, mais je connais quand même l'origine des noms. Est-ce que vous savez ce que veut dire Thomas, c'est un prénom donc biblique. Hein, est-ce Oui, que vous savez ce que ça veut dire Thomas en araméen? du tout. Jumeau. Oh. C'est quand même pas mal. Alors, Oui. j'aime toute la poésie de ça et ça tombe hors des cases et c'est hybride, j'adore. Ouais. Bon, et dernière chose, après je vous jure que je ne dis plus rien. Je vais vous conseiller un livre qui s'appelle Le Troisième Visage, qui est mais un très gros livre. Alors peut-être vous n'êtes pas obligé de le lire, mais si vous voulez chercher des éléments dessus, qui avait été écrit par un cinéaste encore qui s'appelait Samuel Fuller, Fuller. C'est un cinéaste on va dire des années 80, 1980. Il y a un de ses films qui est très connu qui s'appelle Au-delà de la gloire. Il a fait que des films pratiquement sur la guerre parce qu'il a été soldat américain. Et il a écrit ce livre qui s'appelle Le Troisième Visage, The Third Face. Il dit qu'on a tous trois visages. Donc, que le premier visage, c'est celui qu'on croit avoir quand on se regarde dans la glace et qu'on projette l'image qu'on Oui, croit qu'on de veut soi. montrer aux autres. Oui. Ou qu'on croit qu'on a. C'est-à-dire, OK. on dit, ah, je suis ça. Voilà. Et puis, il y a le deuxième visage, c'est le visage que les autres voient Mm. de vous, qui ne correspond pas forcément au visage que vous voyez. Par exemple, moi, quand je me regarde dans la glace, j'ai les cheveux noirs, et quand je prends le métro, les gens me disent, vous voulez vous asseoir? Parce que j'ai les cheveux blancs. Oui. Donc, il y a le visage qu'on croit avoir, et il y a le visage que les autres croient qu'on a. Et Samuel Fuller, il dit, l'artiste, c'est celui qui doit chercher le troisième visage, c'est-à-dire celui qu'on ne voit pas soi-même tout de suite,
et celui que les autres ne voient pas non plus, qui est le troisième et qui est le vrai et qu'on doit chercher. Donc c'est assez beau, ça correspond à tout ce que j'ai écouté de ce que vous avez dit Ah, sur la recherche de soi et de son être, c'est au-delà merveilleux. des étiquettes. Voilà. Et j'ose croire que tout le monde a un côté artiste en eux, donc ce Oui, bien troisième sûr. visage. Donc, merci beaucoup. Bon, Michel, vous allez revenir à chaque rencontre nous faire un cours de sémantique. Voilà. Voilà. Vous allez étudier tous les mots de chaque auteur maintenant. Oui, oui, C'est oui, acté, oui, Michel, oui. désolé. Et de Anthony, nous en parlerons la prochaine fois de Anthony. Exactement, on en reparlera. Moi Euh, aussi, hein, dans la glace, je pense avoir les cheveux, beaucoup de cheveux, et puis au final, il ne se passe plus rien. On va revenir, Christine. J'aimerais juste, parce qu'il y a des questions dans le chat sur le titre, évidemment, parce il est aussi étrange, peut-être que vous, Christine, vous allez nous le dire. Il y a des questions sur le titre, et j'aimerais bien qu'on parle aussi de la suite. Comment on se réinvente, comment on lâche la figure tutélaire de Frida Kahlo pour un prochain roman, pour un prochain titre, pour un prochain texte, peu importe la forme que ça prendra, mais est-ce que vous avez déjà commencé à travailler dessus? Ma question est terrible parce qu'il n'est toujours pas encore sorti en France, mais c'est pas grave, j'aimerais savoir sur quoi vous allez peut-être travailler pour plus tard. Est-ce que vous avez des idées? Je vais vous parler du titre en premier. Euh, à la base, lorsque j'avais écrit ce manuscrit, j'avais divisé les étapes d'une vie en phases lunaires. Au départ, ce n'était pas les tableaux de Frida, puisque Frida, encore à ce moment-là, n'avait pas de voix. C'était vraiment son récit biographique avec le mien. Je ne savais pas encore, comme je disais au départ, comment les tisser, les unir. Donc, j'avais des phases lunaires. Et parce que j'aimais l'expression au Mexique, lorsqu'on a nos menstruations, on a nos lunes. Et je trouvais ça beau, je trouvais ça poétique. Donc, ça s'appelait Sous les lunes de Frida. Et on est allé avec ce titre-là et on a construit. Et là, la voix de Frida s'est fait entendre de plus en plus. Ces tableaux ont pris la place. Et là, je voyais plus le livre divisé entre les toiles elles-mêmes. Je voulais comme un peu, on se déplace à travers un musée, à travers les étapes de vie. Et Frida a pris vraiment plus de place. Et à chaque chapitre, il y a une citation de Frida. Euh, et la première citation de Frida vient d'une lettre qu'elle a envoyée. Et la citation est: j'avais l'habitude de penser que j'étais la personne la plus bizarre au monde. Et puis je me suis dit, il y a beaucoup de personnes comme ça dans le monde. Il doit bien y avoir quelqu'un comme moi qui se sent étrange et meurtri comme moi. Je me l'imagine et j'imagine qu'elle aussi doit être en train de penser à moi. Si tu existes et que tu me lis, sache que j'existe et que je suis aussi étrange que toi. Et j'avais l'impression, encore une fois, que c'était Frida qui me parlait directement, qui pourrait parler à d'autres aussi. Et je me suis sentie aussi étrange qu'elle. Donc, nous avons choisi Aussi étrange que toi, Frida. Et c'est comme ça que le titre est venu. Pour ce qui est des projets à venir, ça a été une grosse année 2025 pour moi côté écriture. J'ai deux projets, dont celui-ci qui sort par chez vous vendredi, le 6 mars. J'ai eu deux projets qui ont été pris en même temps. Alors, j'ai un autre livre qui sort au Québec le 16 septembre prochain qui s'appelle La descente du coude. C'est chez Leméac. C'est une prose poétique, encore une fois, je ne veux pas tomber dans les étiquettes parce que je ne sais pas c'est quoi, mais c'est un texte qui fait parallèle entre une malade chronique, son corps qu'elle utilise comme outil, comme défense, comme arme, et au Québec, on appelle ça de la lutte professionnelle, mais vous, c'est le catch. Alors, ce sont les parallèles entre la maladie chronique et le catch. On suit un catcheur qui lui aussi doit se présenter en spectacle côté social, les différentes choses qu'on s'attend de lui avec un corps meurtri, avec un corps qui n'est pas toujours à 100%. Donc, c'est un échange, pas cette fois-ci entre Frida et Christine, mais entre une Christine qui peut être plein d'autres personnes et un catcheur professionnel et la réalité du corps qui parle encore. Donc, c'est mon prochain projet qui est déjà complet. On est dans la finition de
de cette couverture, de tous les éléments importants pour la promotion, mais j'étais bien occupée. Et là, je tombe dans un autre projet. Je ne sais pas encore c'est quoi. Je ne peux pas vous dire la forme, mais encore très ancré dans la femme. Malheureusement, l'étiquette qu'elle a, cette sacrée étiquette de proie facile. Encore aujourd'hui, je trouve ça difficile de me promener dans les rues, passer 22 heures. Alors pourquoi? Alors je joue avec cette idée-là et bien c'est l'écriture qui va me porter pour l'instant. Alors je ne peux vous dire où ça s'en va. Très bien, très bien. Mon plaisir coupable, c'est d'aimer particulièrement le catch. Donc, je lirai Oh, ça j'adore! avec grand On va plaisir. devoir en discuter. Je vous enverrai un exemplaire. Mais il faut pas trop le dire, il faut pas trop le dire. C'est tabou d'aimer les catchs aujourd'hui. Bref, je pose régulièrement, et même pas régulièrement, à chaque fois, des questions aux auteurs qui passent ici. Deux questions. La première, c'est celle de choisir un auteur méconnu que vous aimeriez remettre au goût du jour, un auteur ou un livre qui vous a semblé peut-être passer un petit peu sous les radars. Qui avez-vous choisi, Christine? Et ensuite, j'aimerais que vous nous disiez, alors ça c'est un peu inopiné, mais vu qu'on parle d'œuvres de Frida Kahlo, laquelle vous séduit particulièrement? Est-ce qu'il y a une œuvre que vous aimeriez, qui est aussi peut-être moins connue, mais qui vous fascine tout autant? Pour les livres, ça a été très difficile parce que je lis énormément, mais je lis beaucoup de Québécois. Alors pour moi, c'est à savoir si ce sont des autrices qui sont méconnues de votre côté Tout à de fait, c'est bon, l'océan. on les prend. Euh, j'ai pensé en premier, je fais des petits clins d'œil, j'ai pensé en premier à mon éditrice que j'adore, Melika Abdelmoumen. Ces deux livres-là sont disponibles en France. Melika, son écriture est traversée par un profond sens de justice. Elle a une voix incroyable. Elle dit toujours qu'elle a des idées d'écrire parce que elle est en rogne contre quelque chose, elle trouve quelque chose inacceptable et elle se lance dans une écriture qui est tellement vraie. Donc, j'ai pensé à elle. J'ai pensé aussi, j'espère bien dire son nom, à Christine Palauska, qui, avec son livre Écarlate, qui est revenu, ça c'est un livre qui est écrit en 74, il a été mis plus en lumière grâce à l'essai qui est sorti tout récemment de Pierre Boisson, qui parle un peu de la beauté de cette écriture-là, qui, mon Dieu, c'est pour moi, c'est vraiment figé dans énormément de vulnérabilité, d'honnêteté, et ça m'a touché beaucoup. Mais celle que je vous parle rapidement, Anne Pérouse, elle est, euh, elle est née en France, elle est au Québec depuis plusieurs années. J'ai choisi ce livre-là plus précisément parce que j'ai l'impression de répondre deux fois à la question qui est Anne Hébert, si tu veillais ma tristesse. Anne Pérouse, dans ce livre, parle beaucoup de Anne Hébert, une merveilleuse autrice québécoise qui on doit connaître. Ici au Québec, elle est énormément enseignée en cours littéraire. Je ne sais pas si en France, elle est autant connue, mais dans cet échange-là de Anne Pérouse qui perd sa mère biologique, se replie pour parler à sa mère littéraire, Anne Hébert, pour trouver du réconfort dans son deuil. Et c'est absolument merveilleux. Et pour moi, ça faisait... Anne Pérouse a la chance et la beauté, passion d'avoir fait plusieurs livres. Ça, c'est son plus récent et il est merveilleux. Il met en lumière une autrice que je pense qui mérite toujours d'être découverte ou redécouverte. Donc, c'était mes choix. Et Alors, sinon, pour et oui. l'œuvre de Frida, pendant longtemps, je parlais, et c'est ce qui entame le texte, c'est les deux Frida, ces deux Frida ensemble qui se tiennent la main. Pour moi, c'est une œuvre qui, j'avais l'impression que je pouvais me placer dans une ou l'autre des Frida à certains moments de l'écriture. Je pouvais me retrouver soit dans celle de la robe de mariée ou celle de la femme un petit peu plus rebelle, avec le cœur qui saigne, le corps qui parle. Donc, pour moi, ça a été pendant longtemps cette œuvre-là qui a animé mon écriture, vraiment, c'était celle qui se retrouvait devant moi lors de l'écriture. Il y a énormément d'œuvres que j'aime de Frida. Il y a le Suicide de Dorothy Hale qui me parle énormément. Sinon, il y a l'autoportrait aux cheveux coupés où on voit une révolte corporelle et c'est ce que j'aime. Alors, vraiment,
j'espère que le livre va permettre aussi de redécouvrir ces œuvres-là, de retomber en amour avec la peinture de Frida Kahlo. C'est en effet totalement l'effet que ça a procuré pour ma part. Je montre juste la dernière, Le suicide, voilà, de Dorothy. Voilà, comme ça vous C'est l'avez. juste merveilleux. Elle est belle, hein? Ah. Ah oui, impressionnant. Alors, et la deuxième question, en attendant, que je pose régulièrement, c'est celle de se mettre dans l'impôt d'un personnage de fiction pendant 24 heures, de choisir un personnage de fiction pendant 24 heures, peu importe, BD, roman, littérature au sens large du terme, et donc de savoir si vous changeriez son destin ou pas. Ça a été une question difficile pour moi et c'est drôle peut-être parce que j'ai habité Frida trop longtemps pendant l'écriture, mais j'ai pensé à Amélie Poulain dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Pour moi, j'aurais aimé habiter son regard, j'aurais aimé. J'aimerais aussi, c'est peut-être quelque chose que je peux encore faire aujourd'hui, d'ajouter à mon quotidien, mais d'apercevoir les petits détails invisibles, les petites solitudes discrètes, puis de transformer ces attentions-là en gestes concrets. Euh, j'ai trouvé dans... c'est drôle parce que en plus, pour Aussi étrange que toi, Frida, j'ai beaucoup écouté la trame sonore de Amélie Poulain. Il y avait dans les moments que j'essayais de faire sortir des émotions, oui, c'est laid ce que j'ai écrit parfois, c'est lourd. J'essaie de le faire avec des mots qui sont beaux, qui charment, et je trouvais que la musique d'Amélie, le piano, c'était charmant, ça me donnait espoir de réparer un petit peu le monde autour de moi, comme le fait Amélie Poulain. Et si j'avais à changer sa destinée, ce serait seulement de le faire plus tôt, de commencer ces beaux gestes qui créent des jets dominos sur quelqu'un fait quelque chose de bien et c'est comme ça que ça se poursuit. Alors, je pense que j'aimerais beaucoup habiter son regard de cette façon-là, puis de pouvoir l'insérer à travers le quotidien. Donc, ça a été mon choix. Difficile, mais mon choix. Très bien, et il est inédit. Voilà, personne ne l'avait pris encore. C'est très C'est bien. génial. Avant de conclure, chère Christine, vous allez nous lire un deuxième extrait, un second extrait. C'est à vous. Lequel avez-vous choisi? J'ai choisi un extrait de la narratrice, donc de moi. Je ne pouvais ni réagir ni m'échapper, prisonnière de la sonde endovaginale qui me retenait dans les parenthèses des étriers. Sur l'écran noir et blanc, l'image de mon utérus difforme semblait me crier fin, me forcer à abandonner mon rêve de maternité pour toujours. La technicienne a remis les images au gynécologue, cet homme qui allait juger de ce que mon corps était devenu. Puis, comme une mise en garde, il a énuméré devant moi les obstacles à la procréation, me préparant au diagnostic avec des mots comme fibromes abondants, absence totale de follicules, ovaires polykystiques, endométriose, malformation des trompes, réserve ovarienne épuisée. Il y en avait d'autres, mais je n'ai pas pris de notes. Elle a éteint l'écran comme j'ai étouffé mes émotions, soudainement. Certes, c'était un examen d'imagerie, mais il n'existe aucune photo de cet événement. Le gynécologue a changé de clinique plusieurs fois et aujourd'hui, il est à la retraite. Il a peut-être laissé des traces, mais je n'ai pas envie de fouiller pour retrouver les preuves de mon échec. Après tout, les photos n'ont jamais sauvé personne. Une fois chez moi, je me suis effondrée sur mon lit. Malgré l'envie qui a grimpé le long de ma gorge, je n'ai pas crié. L'écho de ma propre voix aurait rebondi sur les murs de la pièce vide et je me serais sentie encore plus seule. Merci, Christine. Merci. Alors, au terme de cette rencontre, une évidence demeure. Aussi étrange que toi, Frida n'est pas un hommage figé. C'est un dialogue incandescent, une traversée à main nue. Vous avez écrit, Christine, un livre où l'on comprend que l'on ne choisit pas ses blessures, mais que l'on peut choisir la manière de les éclairer. En refermant ces pages, on ne retient pas seulement des épisodes de vie, on retient une posture. Celle d'une femme qui refuse de lisser son histoire, qui accepte les contradictions, les zones d'ombre, les élans trop grands, qui ose regarder la douleur sans l'édulcorer. Ce geste, au fond, rejoint celui de Frida Kahlo, transformer l'expérience intime en forme visible.
Votre livre rappelle que l'identité n'est jamais un bloc monolithique, elle est stratifiée, trouée, parfois en guerre avec elle-même, et vous montrez que la féminité n'est ni un costume, ni un destin, mais une négociation permanente avec le regard des autres et le sien propre. Vous donnez à voir un corps qui parle, qui proteste et qui se souvient. Il y a aussi dans votre écriture une manière très contemporaine d'assumer l'héritage des voix qui vous ont précédé. On sent la filiation, mais sans révérence paralysante. On sent la dette, mais surtout l'invention. Vous ne cherchez pas à être une reproduction, vous cherchez une intensité. Ce qui frappe, finalement, c'est que l'étrangeté dont vous parlez n'est pas une anomalie, c'est une condition humaine. Nous sommes tous, à certains moments, étrangers à nous-mêmes et peut-être que l'art sert précisément à apprivoiser cette distance. Votre livre laisse une question suspendue comme un tableau que l'on continue de regarder après avoir quitté une salle. Comment habiter son corps, son histoire, ses choix, sans se trahir? Il ne donne pas de réponse définitive, il ouvre un espace, et cet espace est déjà une forme de liberté. Merci, Christine Gosselin, d'avoir accepté d'ouvrir cette chambre intérieure devant nous. Merci d'avoir montré que la littérature peut être un lieu de confrontation plutôt que de consolation. Merci infiniment, Christine. Et il sort le 6 mars, aussi étrange que toi, Frida, aux éditions Mémoire d'Encrier. Merci, Sophie et Rodney Saint-Éloi, pour l'édition de ce texte qui est saisissant. Voilà. Merci infiniment, Christine. Merci Anthony, merci à tous et à toutes. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir à tous.